Bonjour, chers étudiants. Dans cette partie concernant un récapitulatif de ce qu'on a vu dans le cours présentiel de l'architecture des ordinateurs. Alors, vous rappelez bien qu'on a étudié la mémoire, le processeur, les bus, les entrées, sorties, etc. Dans ce cours, nous avons essayé de répondre à la question majeure suivante: comment fonctionne un ordinateur? Pour ceci, nous avons posé un ensemble de questions telles que, par exemple, dans quel langage nous devons écrire nos instructions à l'ordinateur? Bien sûr, on doit écrire le programme en langage binaire parce que l'ordinateur ne comprend que le langage binaire. Mais est-ce que c'est possible pour nous d'écrire des codes en binaire? Non, c'est très difficile, voire impossible de développer un programme en langage binaire. C'est quoi la solution donc? C'est d'écrire un programme dans un langage de haut niveau tel que le langage C par exemple, puis traduire entre guillemets, traduire parce qu'on va voir c'est quoi traduire ce code dans un langage, dans le langage assembleur et dans le langage machine. Alors d'un point de vue pédagogique, pour présenter comment fonctionne la mémoire, le microprocesseur, les bus, etc., nous allons utiliser un exemple pédagogique à partir du langage C que vous connaissez bien. Donc, voilà le code C. Int x égale à 1, y égale à 5, double z égale à 3,4, printf, modulo dx plus y. Donc, dans ce code, on va déclarer 3 variables, 2 entiers et 1 réel, et après on va calculer et afficher la somme. Les questions qui se posent: où ces informations seront stockées lorsque je déclare x, y, z, où ces informations seront stockées. Après, qui va faire le calcul x plus y? Qui va calculer x plus y? C'est le microprocesseur. Puis, pour que le processeur puisse calculer x plus y, il faut avoir la valeur de x et de y. Il faut donc un moyen de communication entre le processeur et la mémoire. C'est via les bus. Donc, on va voir comment on va stocker ces données, comment on va calculer x plus y et comment passe la communication entre le microprocesseur et la mémoire. Premièrement, on va répondre à la question où ces informations de x, y et z seront stockées et comment. Alors, le premier élément, c'est x. Int x égale 11. Donc, on veut stocker x égale à 11. 11 en décimale, c'est 1, 0, 1, 1 en binaire. Donc, si on travaille sur un octet, sur 8 bits, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Voilà donc, si on travaille sur un octet, x égale 11, il est stocké dans la mémoire comme ceci. La mémoire, c'est un ensemble de bascules. Donc, si une bascule est chargée, c'est 1. Si non chargée, c'est 0. Donc, voilà le 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Voilà l'octet qui comprend l'entier x avec 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. La question qui se pose maintenant, on a stocké x dans la mémoire, mais si on veut chercher x, comment on va faire? Ça veut dire comment l'ordinateur fait-il pour s'y retrouver et savoir
quelle bascule contient quelle information. Alors, c'est grâce à l'adresse. C'est grâce à l'adresse que l'ordinateur arrive à se repérer dans la mémoire lorsqu'on stocke une donnée, on la met à une adresse précise. On ne peut stocker qu'une seule donnée par adresse. C'est très important. Voilà, par exemple, la mémoire. Voilà un octet qui contient l'entier X. C'est l'entier X dans un octet. Donc, ici, dans cet exemple, on a stocké l'entier X à l'adresse numéro 1, à l'adresse 1, dans un octet. Donc, X est stocké à l'adresse 1. En général, dans une mémoire de taille N, on a N emplacements mémoire, ça veut dire N adresses numérotées de 0 à N-1. En général, on utilise la notation hexadécimale. Donc, si on revient à notre code, on a déclaré x égale 11 et y égale 315. Alors, comment stocker y égale 315? On sait bien que 315 dépasse 255. C'est quoi 255? C'est 1, 1, 1, 1, 0, 8 bits. Donc, y, il dépasse la capacité d'un octet. Alors, comment stocker y? La réponse est qu'on va stocker y sur plusieurs emplacements de mémoire consécutifs. Donc, puisque y égale 315 dans la notation décimale, égale à 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 en binaire. Donc ça, c'est 9, 8. Donc, il dépasse un octet. Donc, on va utiliser deux octets. Le premier octet, c'est 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Et le deuxième octet, c'est 7, 0, 1. Donc, y va être stocké sur deux octets et non pas sur un seul octet. Comme ceci, voilà. Donc, le premier octet et le deuxième octet. Donc, voilà l'élément y qui est stocké dans la mémoire sur deux octets. C'est bon? En général, lorsqu'on veut empiler un élément sur plusieurs octets, on utilise deux types. Soit la notation Little Indien, par exemple, lorsque je veux utiliser ce nombre en décimal, c'est un nombre qui est codé sur 4 octets. Le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet et le quatrième octet, c'est 0, 0. Donc, en hexadécimal, le premier octet, c'est 63. Le deuxième octet, c'est 9. Le troisième octet, c'est 0,3. Et le quatrième octet, c'est 0, 0. Donc, je veux stocker cet élément sur 4 octets. Donc, pour le lettre indien, je commence par 63 en bas, puis C9, puis Z3, puis 0, 0. Si j'utilise la notation Big Indien, donc je commence en haut par 63, puis C9, 03, 00, etc. Voilà, donc toujours revenons à notre code. Nous avons stocké x égale 11 et y égale 315, ce sont deux entiers. Et il reste de stocker la troisième variable, la variable z, qui égale 3,4. Donc c'est un nombre réel. Donc comment stocker z égale 3,4 dans la mémoire? Alors pour la partie entière, on fait comme pour les entiers positifs. C'est la même chose. Pour la partie décimale, on multiplie la partie décimale par 2. Puis, on note la partie entière obtenue et on recommence avec la partie décimale restante. On s'arrête quand la partie décimale est nulle ou quand la précision souhaitée est atteinte. La partie décimale est la concaténation des parties entières obtenues dans l'ordre de leur calcul. On va voir un exemple.
Par exemple, la conversion de 12,6875 en binaire. Donc pour 12, 12 c'est 1100. Mais pour la partie décimale, on va multiplier la partie décimale par 2, c'est 1,375 égale à 1 la partie entière plus la partie décimale. Ensuite, on multiplie la partie décimale par 2, c'est 0,75. C'est 0 plus une partie décimale. On multiplie cette partie décimale fois 2 égale 1,5 qui est 1 plus 0,5. Ensuite, on multiplie 0,5 fois 2, c'est 1 qui est 1 plus 0. Donc, on trouve un 0, donc on s'arrête là. Ensuite, ce nombre réel, c'est la partie entière 12, c'est 1, 1, 0, 0, voilà 1, 0, 0, virgule. La partie décimale, c'est 1, 0, 1, 1. Voilà, donc la conversion d'un nombre réel en binaire. Voilà, donc on a fait la conversion, mais comment stocker ce nombre réel dans la mémoire? Donc, depuis les années 60, on utilise une virgule flottante au lieu d'une virgule fixe. Par exemple, pour la norme E3E 754, adoptée par la plupart des fabricants d'ordinateurs, il distingue deux niveaux de précision. Simple précision pour ces 4 octets, c'est 32 bits, et double précision, c'est 8 octets. Alors, prenons l'exemple des flottants en simple précision, ça veut dire 4 octets, ça veut dire 32 bits. Alors, les 32 bits sont répartis comme ceci. Un bit est réservé au signe. C'est le bit numéro 31. 2 poids fort. 8 bits réservés à l'exposant, de B23 à B30. Et 23 bits pour la mantis, de B0 à B22, comme ceci. Donc voilà, B30 c'est 1 pour le signe, c'est parti pour l'exposant, et c'est parti pour la mantis. Avec la norme E3E 754, on doit normaliser le nombre réel. Normaliser, ça veut dire faire 1 virgule. Donc, par exemple, pour ce nombre, c'est 1,00000111011 fois 2 à la puissance 9. Maintenant, il est normalisé. Pour ce nombre, 0,101 qui n'est pas normalisé égale 1,01 fois 2 à la puissance moins 1. Donc maintenant, il est normalisé. Et pour prendre en compte les exposants négatifs, on rajoute 127 à l'exposant. Par exemple, 9 plus 127 et moins 1 plus 127. On va faire un exemple pour bien comprendre ceci. Donc, soit le nombre réel positif, par exemple, 525,5, accordé en simple précision, ça veut dire c'est 4. Alors, la conversion en base 2, c'est comme ça. La première chose à faire, c'est normaliser ce nombre. Donc, normaliser ce nombre, c'est 1,5 fois 2 à la puissance 9. Très bien. Le signe, c'est un nombre positif, donc le signe, c'est positif, donc c'est 0. L'exposant, c'est 9, plus 127 égale 136 à la base 10, donc c'est ce nombre-là, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 dans la base 2. Pour la mantis, il est composé de la partie décimale de notre nombre normalisé, ça veut dire cette partie décimale de notre nombre normalisé, complété par des zéros, c'est 23 bits, soit ce nombre, complété par des zéros. Alors, la représentation de 525,5 en binaire avec la norme E3E 754 est comme suit. Si on écrit ce nombre en hexadécimal, il devient comme ceci. Voilà donc l'exemple pour stocker un nombre réel.
Voilà, donc pour que le microprocesseur donne des ordres pour stocker ces variables à la mémoire, il faut un moyen d'échange et de communication entre le microprocesseur et la mémoire. C'est via les bus. Donc, les informations échangées entre la mémoire et le microprocesseur circulent sur des bus. En général, il y a 3 types de bus. Les bus de données bidirectionnels, ça veut dire on peut aller du microprocesseur vers la mémoire principale pour la lecture et de la mémoire vers le processeur pour l'écriture. Et on a les bus d'adresse unidirectionnels seulement du processeur vers la mémoire. Et il y a les bus de contrôle. Un bus, c'est un ensemble de in-fil conducteurs utilisés pour transporter un signal binaire. Chaque fil peut transporter un bit. Il vaut 1 quand il est chargé et 0 quand il est libre. Par exemple, ici, on a un bus qui contient 8 fils électriques et qui peut transmettre 8 bits, c'est-à-dire un octet. Pour les bits de données, on appelle la largeur d'un bus le nombre de fils qu'il contient. Par exemple, ici, la largeur c'est 8, parce qu'il y a 8 fils. Donc la largeur d'un bus est le nombre de fils qu'il contient. Plus un bus est plus large, plus il peut transporter de bits en un seul transport. C'est très important. Par exemple, considérons le nombre binaire suivant. C'est un nombre sur 2 octets, sur 16 bits. Alors, comment transporter ce nombre si on utilise un bus de données de largeur 16 bits et si on utilise un bus de données de 8 bits? On peut voir. Donc, supposons que ce nombre est stocké à l'adresse 3. Voilà, donc il est stocké à l'adresse 3. Et on va commencer avec un bus de données de largeur 16 bits, c'est-à-dire 2 octets. Donc, un bus de 16 bits peut transporter ce nombre qui est codé sur 16 bits. Donc, ici, le bus de données, il va faire un seul transport pour transporter cet entier à la mémoire. Mais si on utilise un bus de données de largeur 8 bits, donc le bus de données ne peut pas transporter l'entier en une seule fois. Donc il a besoin de 2 transports. Premièrement, il va transporter le premier octet et après il va transporter le deuxième octet. Donc ici, le bus de données, il va faire 2 transports. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'on fait un seul transport, c'est plus rapide qu'en utilisant ou bien en faisant 2 transports. Par suite, la largeur d'un bus de données joue un rôle très important pour la rapidité et la vitesse d'accès. Mais pour les bus d'adresse, contrairement aux bus de données, lorsqu'on veut transporter une adresse, il faut le faire en une seule fois. Donc, je ne peux pas faire 2 transports ou bien 3 transports pour transporter une adresse. Il faut le faire en une seule fois. Il est donc totalement impossible de transporter une adresse plus grande que le bus d'adresse. Par exemple, avec un bus d'adresse de 20 bits,
on ne pourra pas transporter une adresse plus élevée que ce nombre-là. Ça veut dire le nombre 1, 20 fois. Donc, le nombre d'emplacements mémoire utilisable est limité par la largeur des bus d'adresse. Pour résumer, la largeur des bus d'adresse influe sur la capacité d'adressage, c'est-à-dire la quantité de mémoire utilisable par l'ordinateur, et la largeur des bus de données influe sur la vitesse de l'ordinateur. Plus il est large, moins de transport sont nécessaires pour transmettre les données et par suite plus rapide. Pour la fréquence et le débit d'un bus, la fréquence d'un bus est le nombre de bits envoyés ou reçus par fil par seconde. Le débit est la quantité de données qu'il peut transporter par unité de temps. Et ce qui est très important, c'est le débit maximal ou bien le taux de transfert maximal. Le débit maximal, il est calculé en multipliant sa largeur par sa fréquence. Par exemple, on veut calculer le débit, le taux de transfert d'un bus d'une largeur de 16 bits cadencé à une fréquence de 133 MHz. Alors, pour calculer le taux de transfert, je multiplie la largeur de bus, c'est 16, fois la fréquence, c'est 133. Puisque je veux travailler avec des bits, donc je multiplie par 10 à la puissance 6 parce que j'ai MHz. Donc, ce nombre-là, c'est 2128 fois 10 à la puissance 6 bits par seconde. Si je veux travailler en octet, je dois diviser par 8. Donc, c'est ce nombre-là, octet par seconde. Et ce nombre, c'est 266 mégaoctets par seconde. Donc, le débit de ce bus, c'est 266 mégaoctets par seconde. Revenons à notre code pour faire un récapitulatif. Voilà donc le code. On a x, y et on veut calculer la somme et afficher la somme. Alors, expliquer ce qui se passe entre le processeur, la mémoire et les bus. Donc le processeur et le microprocesseur, d'abord, il va envoyer la valeur 1 à la mémoire via le bus de données. En même temps, il envoie l'adresse de x de 1, c'est par exemple 2000, via le bus d'adresse pour indiquer à la mémoire où il veut que 1 soit stocké. De la même manière, pour 5, le microprocesseur va envoyer la donnée 5 via le bus de données et envoie aussi l'adresse de y, par exemple 2230, via le bus d'adresse. Et pour la somme, c'est la même chose, il va envoyer via le bus d'adresse l'adresse de somme, c'est par exemple de 1500. Voilà. Maintenant, le microprocesseur veut calculer x plus y, donc il a besoin de x et de y. Donc il va avoir la valeur de x et de y. Pour ceci, le processeur envoie l'adresse 2000 qui contient x, donc il envoie l'adresse 2000 via le bus d'adresse à la mémoire. La mémoire envoie au processeur le nombre situé à l'adresse reçue via le bus de données. Donc le processeur reçoit le nombre 1 et le stocke dans un registre. De la même façon, à nouveau, le microprocesseur envoie à la mémoire l'adresse 2230 qui est l'adresse de Y. Et la mémoire envoie le nombre situé à cette adresse en utilisant le bus de données. Donc, le processeur reçoit le nombre 5 et il le stockera dans
un autre registre. Puis le processeur calcule x plus y, on va voir après comment calculer x plus y. Donc le processeur va calculer x plus y, il trouve un résultat. Donc le processeur envoie le résultat à la mémoire via le bus de données. En même temps, il envoie à la mémoire l'adresse 2500 via le bus d'adresse pour indiquer à la mémoire où il veut que le résultat soit stocké. Donc, l'emplacement mémoire à l'adresse 2500 contient maintenant donc, le résultat qui est 6. Voilà, donc, et merci.